Voilà, je remercie tous les partenaires d'avoir joué le jeu, d'avoir fait la promotion de cette soirée. L'ARS a été très présente pour nous aider à l'organisation, la Caisse primaire d'assurance maladie également. Les DAC ont joué le jeu aussi, les DD ont relayé auprès des CPTS. Donc en fait, ce soir, vous avez tous les acteurs administratifs d'Île-de-France et qui ont tous répondu présent. Rien traîne malheureusement n'a pas pu rester plus longtemps. Mais vous avez également donc, les ophtalmos et les orthoptistes d'Île-de-France qui se sont mobilisés. Les deux URPS ont joué le jeu, l'URPS médecin et l'URPS sportoptiste pour pouvoir créer cette équipe de soins spécialisés. Alors bien sûr, elle va s'étoffer au fur et à mesure qu'elle va construire ses projets, puisque en fait, on a identifié un certain nombre d'axes de travail. Donc on a un orateur qui n'est pas encore là, il est coincé dans les embouteillages, donc on sautera sa présentation et on va avancer sur les suivantes. Et moi je vais faire l'introduction. Alors l'équipe de soins spécialisés, en fait rien n'est écrit sur les équipes de soins spécialisés. On sait qu'il y en a 3 en Île-de-France. Il y avait déjà une équipe de soins spécialisée en ophtalmologie qui s'est créée à Lille. C'est Vincent Dedès qui a initié le travail. Ils avaient une grosse problématique d'accès aux soins et des urgences en ophtalmologie, et globalement toute l'ESS s'est tournée autour de ça. Nous, en Île-de-France, on a la dermatologie qui a lancé une plateforme de téléconsultation pour les lésions paupières qui s'est beaucoup développée, et la cardiologie a pris le pas, et ça me paraissait assez naturel finalement que nous, en ophtalmologie, on prenne aussi cet envol des équipes de soins spécialisées. Pourquoi? Parce que c'est pour nous plus adapté que les CPTS. Pourquoi? Alors, bien souvent, on est en lien avec les CPTS et on participe. Cependant, nos bassins de population qu'on soigne est beaucoup plus grand que le bassin de la CPTS. C'est pour ça qu'on se reconnaît plus dans une ESS. Dans l'idée, c'est d'en faire un projet régional, vraiment. C'est-à-dire essayer de fédérer les départements autour d'un projet global et d'essayer de trouver des axes de travail sur l'ensemble de la région. Là, on a une dimension qui ressemble plus au bassin de population qu'on prend en charge, que ce soit les orthoptistes ou les ophtalmos. Voilà. Donc les axes de travail, on va les détailler, je ne vais pas m'apesantir sur cette première diapo. En fait, l'idée c'est, je pourrais vous donner la définition théorique de ce qu'est une équipe de soins spécialisés, ce que dit la loi, bref, toujours est-il, c'est que c'est quelque chose qui est soutenu gouvernementalement. On a la dernière loi du PLFSS qui grave dans le marbre la création de ces équipes de soins spécialisés. Même si la convention ne se signe pas entre les libéraux et la Caisse primaire d'assurance maladie, les équipes de soins spécialisés verront le jour. Voilà. Donc, on a un petit peu de visibilité. L'ARS donne le budget de lancement, la Caisse primaire d'assurance maladie doit normalement prendre le relais sur un financement, ce qui nous permettra d'avoir une vision un petit peu plus long terme de ce qu'on pourra faire. Alors pourquoi? D'abord pour fédérer bien sûr l'ensemble des professionnels de santé, que ce soit les orthoptistes, que ce soit les ophtalmos, que ce soit tous ceux qui sont autour du soin visuel en Île-de-France. Assurer aussi leur activité donc, de soins de façon coordonnée avec tous les dispositifs déjà en place. Et vous verrez que pour le dépistage de l'amblyopie, c'est déjà une jungle. Voilà, donc c'est bien de pouvoir essayer de voir tout ce qui se fait et puis de voir comment est-ce qu'on peut améliorer encore le système. Et enfin, élaborer et développer des projets de santé, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir, à une échelle régionale pour essayer d'améliorer ces points de faiblesse, parce que dans toutes les spécialités, je pense qu'on peut s'améliorer. Alors, coordonner les soins entre les médecins de ville et les centres hospitaliers de référence. On a un partenariat de principe avec Créteil, parce qu'ils ont un plateau technique extraordinaire et ils voudraient que les médecins de ville viennent également à Créteil travailler avec eux. Et ça, c'est une volonté de l'hôpital et du professeur Souillet. On a une digne représentante du professeur Souillet ce soir qui nous fait une présentation
le docteur Casalan, avec qui j'ai la chance de travailler. Et puis on a l'hôpital d'Avicenne qui rejoint également le projet, on a l'hôpital des 15-20 qui est intéressé pour essayer d'améliorer le lien ville-hôpital. Ensuite, on peut également l'utiliser comme on fait partie donc de l'instance régionale d'amélioration des soins. C'est la pertinence des soins, essayer toujours d'améliorer la gestion de l'urgence en période de crise, de tension, essayer toujours d'éviter que les hôpitaux débordent et que la ville prenne le relais. Et vous verrez ce soir, on a un jeune ophtalmo, on peut dire jeune ophtalmo, qui va vous présenter un projet remarquable de prise en charge des urgences en ville, 7 jours sur 7. Enfin, on peut essayer aussi de venir en aide à la Caisse Prévoyance Assurance Maladie sur la prescription des biosimilaires. Je pense que de toute façon, il y aura un effort à faire de notre côté. Et tout ça, c'est des sujets qui peuvent intéresser l'équipe de soins spécialisés. Ensuite, il y a plein d'autres raisons. Bon, on a développé un axe sur les paupières. On voudrait développer une plateforme de téléexpertise des lésions paupières qui sont prises en charge trop tard, avec forcément des reconstructions compliquées par la suite. Donc l'idée, c'est de faire des diagnostics les plus tôt possible. Répondre à des demandes spécifiques. Moi, j'ai appris à injecter le Botox pour soigner les spasmes faciales. Je ne peux plus le faire en ville, parce qu'il n'y a pas de prise en charge de la Caisse Prévoyance Assurance Maladie du Botox. Par contre, à l'hôpital, c'est pris en charge. Ça c'est des choses qu'on peut essayer de résoudre. Ça peut être des pistes de travail qu'on peut avoir avec la CPN. Ensuite, ouvrir la maîtrise de stage. Vous savez que je crois qu'il y a plusieurs demandes qui ont été faites d'avoir des internes en ville. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Voilà, pour l'instant, tous ceux qui sont maîtres de stage et qui veulent avoir des internes en ville n'y arrivent pas. Parce que l'hôpital tient à garder ses internes. Et puis, il y a diverses raisons politiques qui font que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Or, en fait, on a des structures en ville qui développent un enseignement de grande qualité. Et puis, c'est l'avenir des internes, c'est la ville aussi pour beaucoup. Et ben, c'est bien que pendant leur formation d'internat, ils puissent accéder. Enfin, participer à la lutte contre les centres de santé. On en parlait avec Aurélien Crène à l'instant. Ils ont fait un travail remarquable pour essayer de repérer malheureusement des déviances très importantes dans notre profession. Et ça, c'est quelque chose. On participe donc avec la task force à recenser ces centres déviants pour pouvoir les interdire d'arnaquer la sécurité sociale. Enfin, plein d'autres axes possibles à développer, le parcours glaucome, et j'en parlerai. Ça, c'est un parcours qui me tient à cœur. C'est vrai que les glaucomes qui arrivent trop tard à la chirurgie, c'est vraiment un réel problème. On peut développer aussi beaucoup de délégations de tâches. De toute façon, on travaille avec les orthoptistes et avec les infirmières depuis très longtemps, et tout ça, c'est possible dans le cadre de l'ESS. Je vais être court sur cette diapo parce qu'en fait, on va en parler de ces axes-là. C'est les 4 axes qu'on va essayer de développer pour 2023. Donc l'accès aux urgences, bien sûr. L'accès aux urgences chirurgicales, en rétine, spécifiquement. C'est un sujet qui pose des problèmes de parcours de soins, notamment dans les périodes de tension, l'été ou le 25 décembre. C'est des soucis. Et puis, on va développer une carte interactive pour que vraiment il y ait une visibilité en fait de la ressource en ville. On développe avec l'URPS une ressource opérationnelle avec un phoning auprès des ophtalmos qui déclarent un petit peu quelles sont leurs périodes où ils prennent en charge les urgences, s'ils partent en vacances, qu'on le sache, qu'on puisse savoir s'ils prennent oui ou non, quelles sont leurs spécificités, à partir de quand ils prennent les enfants. Tous ces questionnaires, on le développe avec l'URPS Médecins de France. Et enfin, donc, la téléexpertise, on va en parler. Et puis enfin, améliorer le dépistage. Là, on a une présentation qui est longue. Alors, qui peut rejoindre l'ESS? Je dirais tout le monde. Tout le monde. C'est les ophtalmos d'Île-de-France, c'est les orthoptistes d'Île-de-France, c'est tous ceux qui font partie des CPTS. Et je remercie beaucoup les médecins généralistes et tous les représentants des CPTS qui sont là ce soir. C'est pas forcément leur spécialité, mais ils ont fait l'effort de venir et je les en remercie beaucoup. Tous les laboratoires qui nous soutiennent, parce qu'on a des partenaires qui croient aussi en cette équipe de soins spécialisés. On a eu une réponse
de Bayer, de AbbVie, et Presilence pour la prévention de la myopie, le traitement de la myopie, et Silor également est très intéressé par le dépistage. Voilà, je vais laisser, alors là je vais volontairement, à moins que David soit arrivé, non, donc je vais volontairement, les diapos sont très faciles à lire, donc on va les sauter, et on le laissera présenter, et voilà, et je vais laisser la parole à Madame Talaron. Bonsoir à tous, je suis Madame Talaron, orthoptiste libérale à Orsay. Je vais vous présenter donc, le dépistage et la prise en charge de l'amblyopie en Ile-de-France. Comme vous le savez, dépister la myopie est un enjeu de santé publique, sachant que la précocité des examens de dépistage conditionne l'efficacité des traitements qu'on va mettre en place par la suite. Nous avons donc rencontré les différents acteurs de cette mission afin de mieux connaître les actions menées dans les écoles primaires. Tout d'abord, nous avons rencontré en avril dernier les médecins conseils des différents départements d'Île-de-France de l'éducation nationale, qui est dirigée par le docteur Véronique Massin. Il faut savoir que les dépistages dans les écoles primaires est en fait délégué par l'éducation nationale, par la médecine scolaire, au PMI local. En fait, il existe une disparité importante entre les différentes communes, car les moyens humains et les taux de dépistage sont très variables en fonction du coup des secteurs scolaires. Donc, de notre côté, l'ESS a décidé de mettre en place un partenariat avec l'éducation nationale en réalisant avec le docteur Laloum un livret d'attention à l'attention des enseignants afin de les sensibiliser aux troubles visuels. C'est une forme de vulgarisation en fait aux troubles visuels qui est pour les enseignants, pour qu'ils soient plus attentifs aux problèmes que les enfants peuvent présenter du fait de leurs troubles visuels en classe ou dans la cour, parce qu'ils sont bien souvent les premiers déclencheurs des demandes d'examen visuel. Par ailleurs, nous avons proposé du coup l'accès à notre carte interactive qui va recenser l'ensemble des membres de l'ESS pour que les familles puissent retrouver plus facilement un ophtalmologiste ou un orthoptiste, pour que les enfants qui sont dépistés par les PMI au sein des écoles puissent être pris en charge en ville par la suite. De leur côté, les médecins de l'éducation nationale veulent sensibiliser les praticiens en ville sur la nécessité de répondre par écrit aux demandes d'examen visuel afin de faciliter la communication, parce que les médecins scolaires font des demandes et ils voudraient qu'il y ait une réponse écrite, déjà pour montrer qu'un examen a bien été fait, que les parents ont joué le jeu, et ça permettrait d'améliorer du coup la communication entre le praticien de ville, que ce soit l'orthoptiste ou l'ophtalmo, et le médecin scolaire. Par ailleurs, on leur a suggéré la nécessité d'un examen visuel pour tous les enfants dont l'enseignant suspecte un trouble dyslexique ou dysorthographique qui viendrait en amont du bilan orthophonique, parce que les délais d'attente en fait, chez les orthophonistes est très important. Du coup, il est nécessaire d'anticiper la prise en charge visuelle sans attendre que le bilan orthophonique soit fait. Et ça, ils l'ont bien compris, ils l'ont bien entendu. Je pense que c'est des choses qui vont pouvoir se développer. Alors l'association CADET, c'est le cercle d'action pour le dépistage, l'exploration et le traitement des troubles visuels, a mis en place un partenariat avec la PMI, notamment de l'Essonne, en 2015, pour développer les dépistages visuels dans les écoles maternelles, donc plutôt chez les 3-4 ans. D'autres partenariats, notamment du coup avec les PMI des ILI, viennent d'être mis en place. Donc l'association CADET participe largement au dépistage visuel des écoles. Nous avons eu l'occasion de rencontrer Madame Catherine Gégac de l'association ASNAV. L'association ASNAV, ça regroupe les 3 O. Elle a pour objectif d'informer, de sensibiliser cette fois-ci le grand public à la santé visuelle, mais également de former en fait les acteurs de la santé qui sont amenés à participer au dépistage visuel, comme les pédiatres, les puéricultrices, les médecins scolaires ou les médecins du travail.
Donc par la suite, nous avons eu l'occasion d'échanger avec Madame Bouga, qui est ici présente ce soir, secrétaire générale de l'association DP2O, association qui regroupe des membres de la Fédération nationale des orthophonistes, mais également des membres du syndicat national autonome des orthoptistes. Elle a pour objectif la prévention et le dépistage précoce des troubles visuels, des troubles du langage, mais également de la communication sur le plan national. En septembre 2021, la DP2O, en partenariat avec l'assurance maladie et le ministère de l'Éducation, a lancé un dispositif de sensibilisation et de dépistage dans les petites sections maternelles, donc chez les 3-4 ans. Et en Ile-de-France, il y a 2 départements actuellement qui sont concernés, c'est les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis. Pour notre part, on a proposé notre aide à DP2O en relayant leurs offres de recrutement auprès des orthoptistes membres d'Argos, car DP2O recherche évidemment des orthoptistes libéraux pour participer à leur activité de dépistage visuel. D'autre part, on aura donné toujours l'accès à notre réseau d'ophtalmo par cette carte interactive pour que les patients qui soient dépistés puissent trouver plus facilement un relais en ville. Enfin, tout dernièrement, j'ai échangé avec les membres de l'association Hélène Keller Europe, qui est une association qui a conçu et développé en collaboration avec des partenaires locaux ce qu'on appelle le plan VU. Le plan VU, il est mis en place dans les milieux scolaires des quartiers prioritaires de certaines villes d'Île-de-France comme Nanterre, Paris 20e, Saint-Ouen et Aubervilliers. Ils ont une activité de sensibilisation à la fois des élèves, des praticiens, des élèves, des familles, mais également des équipes éducatives des écoles sur l'importance de la vue. Et ils organisent au sein de ces écoles des dépistages de troubles visuels, donc des élèves cette fois-ci entre le CP et la 3e, suivis d'un accompagnement vers un praticien, parce que certaines familles ont du mal à passer le pas entre le dépistage qui est fait dans les écoles et le fait d'aller voir un praticien en ville. Donc cette association les aide à faire ce cheminement, et surtout ils ont une aide à l'équipement de lunettes sans aucun reste à charge pour les familles qui sont donc dans le besoin, pour être sûr que en fait, la consultation chez l'orthoptiste ou l'ophtalmo finalise par un équipement lunettes et que le patient ne se retrouve pas sans lunettes. Alors en conclusion, donc, les orthoptistes d'Île-de-France ont un rôle essentiel à jouer dans le dépistage et la prise en charge des troubles visuels. Et l'alliance entre les ophtalmologistes et les orthoptistes est prioritaire dans notre exercice de soins coordonnés. C'est pourquoi on a allié les orthoptistes et intégré les orthoptistes à l'ESS d'ophtalmologie. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. Donc, au sein de cette ESS, on s'est posé la question, est-ce qu'on pouvait apporter quelque chose aux collègues en ville, aux collègues libéraux, pour la prise en charge des urgences vitréo-rétiniennes. Alors, comment gérer les urgences vitréo-rétiniennes chirurgicales? Donc, pour planter le décor, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est toujours l'urgence vitréo-rétinienne, c'est toujours une situation de stress aussi bien pour le patient que pour le praticien. Parfois, dans certaines pathologies, le pronostic visuel est menacé à court terme et la nécessité, c'est de pouvoir trouver un rétinologue qui soit disponible de manière assez rapide. Alors, dans quelle situation se présentent ces urgences? Parfois, c'est quand vous êtes au cabinet. Alors, évidemment, je parle des ophtalmos, les ophtalmos, vous savez ce que c'est, mais les orthoptistes, peut-être pas. Donc, vous êtes au cabinet et puis vous voyez arriver un patient pour une baisse de vision et qui, en fait, vous découvrez qu'il a un décollement de rétine, donc il va falloir trouver une suite de prise en charge pour ce patient. Ou alors, quand l'ophtalmo est au bloc opératoire, il opère une cataracte et puis ça ne se passe pas toujours bien. Et là, pareil, il va falloir trouver une solution pour gérer ce patient si jamais lui-même n'est pas rétinologue. Alors, de quelle pathologie on parle? Donc, en consultation, je vous ai mis quelques images, ça peut être un décollement de rétine, une hémorragie intravitréelle, ça peut être un implant qui, brutalement, parce qu'il a été posé sur un sac, un œil un peu fragile qui tombe au fond, ou alors une hémorragie maculaire, comme vous pouvez voir sur la droite, dans le cadre d'une dégénérescence maculaire. Au bloc opératoire, on vient de dire, on fait une chirurgie de cataracte, puis patella, ça se passe pas bien, et le noyau, au lieu de rester dans son sac, tombe au fond du vitré, sur la rétine. Donc quelques chiffres. En Ile-de-France, on a 12 millions d'habitants recensés en 2021.
L'incidence de la chirurgie de cataracte en 2006, c'est 1500 pour 100 000 habitants, avec un risque de complication de cette chirurgie de 1%. Donc en Ile-de-France, ça représente à peu près 2000 patients qui posent un problème au bloc opératoire lors de ces chirurgies. L'incidence du décollement de rétine, c'est 1 pour 10 000. Donc si on rapporte ça à l'Île-de-France, c'est-à-dire 1200 patients qui posent un problème d'urgence qu'on peut découvrir au cabinet et qu'il va falloir gérer. Donc quels sont les principes de la gestion de ces urgences vitréo-rétiniennes chirurgicales? Donc la première chose, comme je vous l'ai dit, c'est de rechercher un confrère qui gère cette pathologie et qui est disponible. Mais il va falloir faire cette recherche-là en urgence, tout en gérant, quand on est au cabinet, sa consultation qui continue à se dérouler. Ou quand vous êtes au bloc opératoire, le programme du bloc opératoire qui continue à se dérouler. Il va falloir gérer à la fois le patient pour lui expliquer ce qui s'est passé et puis trouver un collègue. Donc en médecine libérale, à l'hôpital, parce qu'il y a des hôpitaux qui opèrent la cataracte mais qui ne s'occupent pas des urgences vitréo-rétiniennes, tout est assez bien organisé et effectivement ça marche en réseau, c'est qu'on a chacun des correspondants, on sait à qui adresser quand on a un problème. Et donc sans vouloir se substituer à ces circuits qui existent, Argos pourrait faciliter le contact entre les ophtalmos généralistes entre guillemets et les rétinologues et permettre de favoriser une prise en charge personnalisée. Parce que effectivement le plus facile dans ces cas-là, c'est de pouvoir dire vous allez à l'urgence de tel hôpital. Et là, le stress du patient qui a eu quelque chose qui s'est passé de grave au bloc opératoire ou qui a une pathologie grave au bloc opératoire, vous l'envoyez aux urgences sans avoir de nom d'une personne qui va le recevoir et il va arriver dans un flux de patients. Et ça va encore augmenter son stress dans quelque chose qui peut être potentiellement grave. Donc là, je vous ai mis un petit schéma en bas pour vous dire vraiment que toutes ces circuits, c'est vraiment, il n'y a pas de l'hôpital contre le privé ou la clinique contre le privé, c'est pas ça, c'est vraiment quelque chose qui s'organise au sein de l'Argos, où on répertorie tous les professionnels de santé avec telle spécialité et qui sera à tel moment et qui n'est pas en vacances qui sera capable de recevoir ces patients. Donc, quelle solution pourrait être proposée? Donc, le site Argos va évoluer en fait en fonction, comme vous a montré Mathilde sur la carte en fait interactive. On va pouvoir rechercher dans cette carte interactive les ophtalmos qui s'occupent des urgences vitréo-rétiniennes. Et cette carte interactive sera mise à jour en fonction des membres d'Argos qui auront décidé de déposer en fait leurs vacances au sein du site. Et donc vous saurez en permanence, quand vous brancherez sur le site, qui est disponible à tel moment. Donc, par exemple, comme Patrick disait, au moment des vacances, vous saurez quel rétinologue est disponible. Voilà. Ça, c'est le site en direct. Donc, en fait, si jamais vous allez sur le site, donc ici, vous avez une petite case. Donc là, tout est coché. Donc là, par exemple, si on va désélectionner les autres axes qu'on décide, et donc là, effectivement, évidemment, c'est une mise en route, hein. On va remplir ça tout de même. Donc si vous avez vous avancez et vous allez pouvoir qu'aujourd'hui actuellement il y a 3 cabinets qui peuvent recevoir les urgences vitréo-rétiniennes. Donc la carte interactive, vous l'avez vue en direct. Sur cette carte interactive, donc, vous allez cliquer sur un lien et sur la zone du cabinet, vous aurez les coordonnées du médecin qui est disponible pour pouvoir le joindre rapidement et pouvoir avoir un contact direct et pouvoir lui adresser, pour savoir comment lui adresser et quand lui adresser le patient. Donc, recensement donc, des cabinets ouverts, et évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir choisir son correspondant en fonction de la zone géographique dans laquelle vous vous situez. C'est-à-dire que si vous êtes dans le sud de la région parisienne, vous allez éviter d'envoyer dans le nord votre patient, ben là vous aurez accès à toutes les personnes qui sont disponibles autour de votre cabinet. Donc les spécialistes vitréo-rétinologues proposés seront tous membres de l'ESS Argos, donc on vous encourage à devenir membre de cette ESS, pouvoir participer à l'offre de soins. Encore une fois, ce n'est pas pour détourner des circuits qui marchent déjà, et au contraire on les encourage, il faut que ça continue de marcher, mais c'est pour pouvoir proposer aux patients qui sont, aux collègues qui sont dans la passe, une solution pour gérer ces patients. Et ces spécialistes peuvent être aussi bien à l'hôpital, en libéral, que dans des activités mixtes. Moi, je suis aussi bien à l'hôpital qu'en ville. Merci.
Bonsoir, je suis le docteur Casalan, j'ai une activité mixte en tant que PH à Créteil et aussi à Orsay dans le cabinet du docteur Simon. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre projet de téléexpertise pour les lésions palpébrales. Alors, pourquoi est-ce qu'on a pensé à créer ce réseau de téléexpertise? C'est surtout pour ne pas avoir de retard diagnostic sur les lésions palpébrales. On sait qu'une lésion qui est prise en charge tôt est plus facile à opérer. On a une reconstruction beaucoup plus simple qu'un patient qui a traîné d'ophtalmo en ophtalmo ou de dermato ou de médecin généraliste avant d'arriver chez nous. Donc ça, c'est le plus important pour nous, c'est surtout d'avoir un dépistage plus précoce de ces lésions malignes. Ça permet une accessibilité accrue des patients qui sont dans des zones un peu de déserts médicaux. Même en Ile-de-France, on a des zones où il n'y a pas de spécialistes en paupières. Et du coup, on peut mettre en relation des ophtalmologistes ou des médecins généralistes ou même des dermatologistes qui nous envoient des patients qui ont des lésions au niveau des paupières plus facilement. Ça crée vraiment un réseau, une collaboration médicale entre plusieurs acteurs, entre médecins, entre orthoptistes, entre infirmiers. Enfin, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc ça réduit les délais de la prise en charge. Si c'est bénin, on sait qu'on est moins pressé de voir le patient. Si c'est malin, on peut l'orienter beaucoup plus facilement. En tout cas, une suspicion de malignité, on peut l'orienter beaucoup plus facilement vers un médecin qui pourra le prendre en charge. Ça permet aussi d'être en contact avec des médecins qui sont moins spécialisés dans les lésions de paupières et leur permettre d'apprendre des choses au fur et à mesure. Ils ont une réponse rapide, ils savent que telle lésion, on est plutôt sur quelque chose de bénin, hydrocystome, un chalazion qui traîne, voilà. Et donc ça aussi, ça leur permet d'avoir une formation continue. Ou alors, là, il y a une petite ulcération, il y a une perte, il y a une madarose, il y a quelque chose, là on s'inquiète un peu plus, on l'oriente beaucoup plus rapidement. Et les coûts, forcément, le fait d'avoir un médecin disponible qui répond rapidement en téléexpertise sur une lésion, ça nous évite d'avoir un patient qui va traîner de cabinet en cabinet avec des bons de transport, pas de bons de transport, des consultations qui ne servent à rien parce qu'au final on ne peut pas répondre à leurs questions. Là au moins ça permet d'adresser directement une question, d'avoir une réponse claire et d'adresser après à la personne concernée le patient. Donc on étudie pour l'instant la plateforme de Doctolib Team. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas de compte Doctolib Pro. C'est une messagerie instantanée 100% sécurisée, donc on peut partager des documents, on peut discuter entre professionnels sans avoir peur du secret médical qui peut chuter et du coup d'orienter facilement les patients. Donc nous vraiment c'est comme pour les urgences rétiniennes, on ne cherche pas à accaparer tous les patients en paupières, les récupérer, les garder pour nous. On veut vraiment créer un réseau avec tous ceux qui sont disponibles pour participer à ce projet de téléexpertise, pour que dans toute l'Île-de-France, on ait des personnes qui soient disponibles pour recevoir les patients et les prendre en charge. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, moi je suis le docteur Jaillan, je suis ophtalmo et on a créé avec le docteur Mkedi qui est là il y a 4 ans, un cabinet qui est spécialisé dans l'accueil des soins non programmés. Donc on a une structure classique qui accueille les patients sur rendez-vous comme on fait conventionnellement et on a comme promesse également d'accueillir toute personne qui se présenterait sans rendez-vous, quel qu'en soit le motif, 7 jours sur 7, de 8h à 21h. On est ouvert il y a 4 ans. On voit une trentaine d'urgences par jour. Et l'idée, là, c'est simplement de dresser un petit bilan, un retour d'expérience sur les premières années. Au lancement, nos objectifs, ça rejoint ceux dont parlait Patrick, c'était de soulager évidemment les structures d'urgence hospitalières et de participer à une mission de permanence des soins en libéral. On avait sollicité les tutelles, on avait sollicité le Conseil national de l'ordre, la CEPAM et l'ARS. On avait eu quelques échanges de mails, chacun avait été très enthousiaste et encourageant. On n'avait pas bénéficié de soutien financier. Et pour ce qui concerne les services hospitaliers, il y a 3 services hospitaliers, principalement à Paris, qui assurent les urgences.
On s'était mis en relation avec eux, on avait été très bien accueillis, en particulier par le professeur Jean-Louis Bourges, donc c'est la structure de Cochin de l'ophtalmopole, qui trouvait très simple finalement qu'on les aide à désengorger des structures qui de toute façon ont trop d'activités, donc on travaille en bonne intelligence avec eux. C'est un bon exemple de collaboration finalement public-privé. Là, j'ai dressé, alors je pensais qu'il y aurait peut-être plus d'ophtalmo, mais les enjeux et difficultés qu'on a eus. Alors, recevoir les soins programmés, c'est le vecteur d'une pathologie intéressante, c'est un service rendu qui est important pour les patients. C'est aussi beaucoup de difficultés parce qu'il faut gérer un planning complexe, puisqu'il faut être ouvert le soir, il faut être ouvert le samedi, il faut être ouvert le dimanche. La communication, finalement, l'OSS aurait pu nous venir en aide, mais il faut se faire connaître et faire savoir qu'on propose ce service en secteur 1. Il y a des protocoles médicaux qui sont très complexes à mettre en œuvre parce que l'ophtalmologie, elle mérite d'être relativement standardisée en général. Et quand vous promettez que vous allez recevoir une urgence, vous ne pouvez pas éconduire l'UVI ou la pathologie de segment antérieur qui consulte. Donc, on forme les secrétaires qui fonctionnent un petit peu comme des IAO, les orthoptistes qui sont les garants de la réussite des protocoles médicaux. Et pour chaque pathologie, on a un protocole avec du matériel à commander spécifique, qui sort des attributions conventionnelles des cabinets d'ophtalmologie. Et puis, il y a un enjeu que j'ai souligné en bas, qu'on compense partiellement par le volume, mais c'est l'aspect financier, qu'on reçoit les gens en secteur 1 et que les pathologies urgentes sont souvent plus chronophages parce que c'est des gens qui prennent plus de temps. C'est pas forcément facile de s'y retrouver. Et là, c'est tout simplement une photographie des pathologies qu'on reçoit, mais les ophtalmologues, ça ne fait que confirmer ce qu'on imagine. Les pathologies qu'on reçoit principalement sont des pathologies de surface, des pathologies bénignes, et disons qu'il y a une dizaine de pourcents de patients qu'on reçoit qui ont des pathologies complexes à peu près. Je vous ai mis, ça c'est un peu des case reports si on veut, enfin, des exemples de cas qu'on a aimé prendre en charge. Là j'ai pris l'urgence la plus classique qu'on puisse accueillir, c'est un problème de surface oculaire, un problème de cornée, quelqu'un qui peut s'être griffé l'œil par exemple. En l'occurrence, c'est un ulcère végétal, c'est un jardinier qui avait rencontré une ronce ou un rosier. Et voilà, c'est le reflet de ce qu'on fait au quotidien parce que c'est archi bénin, archi facile à traiter. Le service médical rendu, il est considérable, mais c'est pas si facile en termes d'organisation parce que ça confond les deux difficultés principales. D'abord organisationnelle, il faut faire une photo parce que comme le médecin qui contrôlera un J2, J7 n'est pas forcément celui qui l'a vu initialement, ça suppose d'imposer la réalisation d'examens systématiques qu'on n'a pas forcément envie de faire. Et en l'occurrence, c'est un accident du travail, et nous on est confrontés à ce problème. Les accidents du travail, c'est tiers payant intégral, et on a des réelles difficultés à se faire payer. Donc c'est un retard de trésor systématique, et de temps en temps, c'est même des impayés, donc ça fait partie des difficultés concrètes qu'on rencontre. J'ai mis un second exemple qui parlera aux ophtalmos, c'est celui des pathologies un peu plus complexes, et ça rejoint le topo d'Olivier sur les urgences chirurgicales. Là, en l'occurrence, c'est un patient de Jeanne qui avait reçu un bouchon de champagne dans l'œil. C'était un joli cas à opérer puisque c'était une désinsertion de la rétine, un décollement de la rétine. Après, là encore, il y a des difficultés, en particulier la problématique de disponibilité, parce que quand le patient se présente, il faut l'opérer dans les 2 jours au maximum. Et une des difficultés qu'on rencontre, c'est peut-être pas le meilleur cas, mais c'est une difficulté, le meilleur exemple, mais une difficulté assurantielle. La plupart des ophtalmologues ne prennent pas en charge les urgences. Donc, à opérer des cas qui sont systématiquement difficiles, on se heurte à des risques de préjudice avec les patients qui sont supérieurs. Ça s'observe aussi sur des pathologies médicales plus complexes quand des patients se présentent avec des complications opératoires d'autres chirurgiens. Quelquefois, on est tenté de les prendre en charge, mais nous, on est le libéral, on n'est pas l'hôpital. Donc, si on a une difficulté avec ces patients, ça risque de nous retomber dessus. Le bilan, finalement, sur les 4 ans écoulés, c'est que c'est une activité indiscutablement intéressante et ça, c'est un vrai motif de satisfaction. Ça donne une très belle image du cabinet et au quotidien, on a la satisfaction de rendre service. Les inconvénients, c'est que c'est très complexe administrativement parlant, ça demande beaucoup de temps à Ludovic et moi et c'est une réalité. Médicalement parlant, c'est difficile aussi parce qu'il faut faire appliquer les protocoles médicaux. Vous l'avez compris, il y a l'aspect financier et la problématique assurantielle qui se repose quand même assez régulièrement. Et le dernier point, c'est comment on peut articuler
La prise en charge des soins non programmés avec l'ESS Argos, je pense que c'est à chaque cabinet de s'organiser, de fixer ses propres limites, à mon avis. L'application qui va vous être présentée propose une cartographie avec les différents établissements qui se proposent d'accueillir les soins non programmés et les horaires d'ouverture. Et nous, on se propose d'être un centre de référence pour cette constellation de soins non programmés, pour ceux qui s'appelleraient nous adresser des patients aussi. Voilà. Quelque chose. Moi, j'ai mis la référence sur mon site internet. Je passe au Doctolib. Les patients me remercient régulièrement. Même si après ils reviennent me voir, j'ai toujours un retour. Les patients viennent me revoir et ils sont super contents, quand j'étais en vacances, d'avoir eu cette possibilité immédiate de consulter, d'être rassuré immédiatement. Merci. Et entre parenthèses, si vous avez chacun un site internet personnel autre que Doctolib, ça permettrait une communication large dans plein d'autres intérêts. Merci beaucoup pour ce retour. Oui, on n'a pas fait le prosélytisme de Doctolib. La téléconsultation, on a parlé Beverly, en fait, il n'y a pas qu'un seul outil. Donc, la possibilité, Omnidoc, pas mal de plateformes. Silo, Silo, c'est le WhatsApp, en fait, qui est promu par Doctolib, aussi, qui permet aussi d'échanger. L'important, c'est d'être sur une messagerie totalement sécurisée. Alors, pour rebondir sur ce que disait Romain, tout ça va s'articuler aussi, vous savez, avec le SaaS, qui pose vraiment des problèmes, je pense, dans les CPTS, ça pose des problèmes de gouvernance. Voilà, c'est aussi un sujet. Service d'accès aux soins qui nous est demandé et pour lequel on doit mettre des créneaux à disposition. Et ça pose quand même beaucoup de questions. On peut mettre des créneaux à disposition, mais si personne ne vient, nous, c'est la perte sèche et on a des frais en ville que vous connaissez. Et donc tout ça s'organise. Voilà. Je vais laisser la parole. Ça, c'est le QR code que vous retrouverez dans la salle pour faire partie de l'ESS. On a besoin de vous, oui, engagez. Et je vais laisser la parole au docteur David Shapiro, qui s'occupe de la communication de l'URPS Médecins Île-de-France. C'est vraiment au sein de l'URPS qu'on a réussi à donner le jour à cette ESS, comme les deux autres ESS sont nés. David s'occupe de la communication de l'URPS, il le fait très bien, et il a également édité une charte médicale pour justement, ce que disait le docteur Offray, ne pas, en fait, que vous ayez la sensation que finalement on oriente les patients d'une façon ou autre. Non, en fait, non, on veut ouvrir les choses et faire en sorte que le flux de patients, qu'il n'y ait pas de captation de patients ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait cette sensation-là. Donc voilà, c'est pourquoi on travaille avec les hospitaliers, avec les médecins de ville, avec les orthoptistes, et avec tout le monde. Voilà. Je laisse la parole à David, qui donnera le mot de la conclusion, et ensuite sur du champagne. On peut commencer par le champagne. Merci Patrick, bonsoir à tous. Alors, la charte, c'est très important, et on a voulu vraiment insister sur une chose fondamentale, c'est que on veut pouvoir ouvrir le plus possible, et surtout que les médecins, les ophtalmos qui nous envoient, qui enverraient dans l'ESS, des avis ou des patients soient absolument sereins. On ne va pas se cacher, on ne va pas se la jouer. Franchement, quand vous envoyez quelqu'un qui a une cataracte et que vous pensez qu'un jour vous allez peut-être pouvoir l'opérer et que vous l'envoyez dans un autre centre d'ophtalmo, vous dites « Ah mais quand même, si jamais après la cataracte elle s'en va et qu'il se fait opérer ailleurs ». On ne va pas se leurrer, ça peut arriver régulièrement. Et effectivement, on a voulu, c'est ça. On a voulu éviter ça. Pour ça, merci. Ouais, on peut parler du podcast après éventuellement. On a vraiment voulu créer une charte qui mette à l'aise les médecins qui pourraient éventuellement envoyer des patients au sein de l'ESS. Au-delà d'une charte commerciale, clairement, ce n'est pas le cas. Avant tout, c'est une charte déontologique. Je pense qu'on ne peut pas se passer de travailler correctement s'il n'y a pas une base déontologique forte et saine. Tout d'abord, donc, tous les membres adhérents à l'ESS doivent bien sûr signer cette charte et s'y engager. Et avant tout, c'est une charte de déontologie en fraternité. Déontologie, donc bien entendu, tous les médecins qui vont signer cet engagement à l'ESS devront s'engager à respecter la déontologie du code médical, c'est une évidence. Et les orthoptistes devront également s'engager à respecter le code des orthoptistes. Donc, tous les articles, le code de santé publique, bien entendu, on est avant tout médecin, ophtalmo, on respecte. Ensuite, quand il y a une demande d'expertise,
Là également, c'est très important, il y a différents articles. On doit répondre au plus vite au correspondant, c'est la première chose. C'est bien sûr un engagement de notre part de faire une médecine de qualité et de prendre en compte le degré d'urgence estimé. Ensuite, le membre s'engage à formuler un diagnostic concernant le patient et à proposer une prise en charge thérapeutique adaptée au correspondant. Là encore une fois, c'est une expertise, donc l'expertise doit revenir au correspondant. La prise en charge thérapeutique ne sera proposée au patient qu'après accord du correspondant. Bien entendu, hors de question de se jeter sur un patient sans avoir demandé l'accord de la personne qui nous l'a envoyé. Donc on fait une expertise, on dit ce qu'on en pense, et on propose un traitement. Mais on ne fait ce traitement que si le correspondant est informé et qu'il est d'accord. En aucun cas, le membre ne portera de jugement péjoratif ou de critique non constructive envers une thérapeutique déjà réalisée ou un confrère déjà ou précédemment impliqué dans la prise en charge du patient. Mais qu'est-ce qui vous a fait ça? Mais non, mais franchement, c'est une catastrophe. Jamais, moi, j'aurais fait un truc pareil, franchement. Mais franchement, c'est une honte. Voilà. Ça, bien sûr, on peut l'entendre de temps en temps, il faut éviter. C'est absolument interdit chez nous, bien entendu. L'article 5, un patient adressé pour une pathologie spécifique ne devra être pris en charge que pour cette pathologie. Il est interdit de traiter une autre pathologie sans l'accord du correspondant. On en revient à ce qu'on disait pour la cataracte. Un patient nous est adressé ou est adressé pour un avis sur une lésion de paupière. De toute façon, je ne perds pas de cataracte, voilà. Mais en pratique, ce serait malvenu que le patient se retrouve avec son noyau. Voilà. Il arrive avec son noyau en place, il repartira avec son noyau en place. Il n'y a pas de problème, on le renvoie au correspondant. C'est extrêmement important, quelle que soit la pathologie pour laquelle on est adressé. En cas de prise en charge par un membre hospitalier d'un patient adressé initialement par un confrère libéral, le membre devra impérativement veiller à adresser le patient en correspondant libéral. C'est important. On n'a pas parlé encore de l'URPS. L'Argos est très proche de l'URPS. Île-de-France, médecin, qui est une institution libérale. Avant tout, nous émanons d'une structure libérale. Les hospitaliers, on collabore avec eux, c'est fantastique, c'est très bien. Mais si effectivement un confrère hospitalier reçoit un patient adressé par un confrère libéral, c'est la moindre des choses qu'il reparte dans le libéral et qu'il ne soit pas capté par le système hospitalier. Et ça, donc, le confrère doit s'engager, s'il est hospitalier, à réadresser les patients dans le libéral. En cas de traitement ou d'imagerie complémentaire, il sera impératif de consulter le correspondant afin de lui demander s'il souhaite proposer une alternative libérale faisant partie de son réseau, sauf s'il a donné son accord écrit initial. Donc il faudra dire, je vous laisse le patient, en gros vous en faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, je n'en occupe plus, et renvoyez-moi quand il est guéri. Sinon, il faut lui donner son accord. Le membre s'engage à informer régulièrement le correspondant de l'évolution du patient, à l'inclure dans les prises de décision thérapeutiques, sauf demande contraire, écrite, exprimée par le correspondant. Là encore, c'est important. Si le correspondant n'a pas envie d'être mis dans toutes les étapes du traitement, il le dit, mais c'est important qu'il soit prévenu. Et une fois le traitement spécifique de la pathologie pour laquelle le patient est envoyé de cesse effectué, celui-ci devra être adressé au correspondant libéral. Donc la boucle est bouclée. Vous êtes tranquille, vous pouvez nous adresser vos patients, on n'y touchera pas, on fait uniquement ce que vous nous avez demandé de faire, on respecte la déontologie, et une fois que c'est fait, on vous renvoie le patient. Entre-temps, on a informé de chaque étape. Je pense que c'est le moyen le plus sain et le plus normal de pouvoir garantir aussi une confiance que pourraient avoir les correspondants dans nos soins. Voilà, donc c'est important et je pense que tous les membres qui adhéreront à l'ESS devront signer cette charte. Allô ? Oui. Bah, écoutez, je crois qu'on voilà, je crois qu'on a fait le tour, on va pouvoir en discuter autour d'un petit verre. Maintenant, bien évidemment, si vous avez des questions, des suggestions, bien évidemment, peut-être ça ne vient pas tout de suite à l'idée, peut-être le champagne aiderait, je ne sais pas. Laurent, une remarque, Laurent. Moi, ce qui m'a poussé beaucoup à participer à l'Argos, à la salle d'ophtalmologie, c'est que c'est un truc qui est très très bien pour les patients, pour les médecins, et c'est aussi parce que si on s'en occupe à nous-mêmes, d'autres personnes pourraient s'en occuper avec de moins bonnes intentions de Patrick ou d'autres personnes de l'équipe. Voilà, question. Docteur Arnaud Salah. Moi, je ne suis pas ophtalmologue, je suis généraliste. Pardon, Je suis désolé. personne n'est parfait. En fait, je voulais savoir si la plateforme, vous ne pouvez pas mettre en place en fait, le dossier médical, en fait, effectivement, avec ce qui a été fait, et ce qui, du coup, ça, de manière sécurisée, envoyer ce qui a été fait à l'ophtalmo qui a envoyé le patient, tout simplement. Alors là, tu parles de la plateforme pour les lésions paupières. Pour les lésions de paupières, pour
copie, c'est-à-dire le compte rendu en fait tout simplement. Oui, alors après on pourra en effet faire évoluer pour que les correspondants puissent savoir ce qui a été fait, etc. et qu'il y ait un échange, bien sûr, oui, ça c'est quelque chose. Pour l'instant, on essaie vraiment de développer sur certains axes et voilà, on ne peut pas encore tout mettre en place, mais oui, complètement. Voilà, l'idée en fait, c'est que voilà, même bien évidemment, tous les acteurs de santé puissent demander un avis à un expert et que cet avis, on pourra en effet échanger. Voilà, pas de problème. Je crois qu'on a été très clair sur les axes présentés. Jean-Luc, oui. Oui, merci. Bonsoir, moi aussi je suis généraliste. Alors, ce soir je suis en tant que CPT de Paris 12, président, mais je suis aussi vice-président du Conseil de l'Ordre des médecins. Je voulais juste revenir sur un moment, il a été mentionné que vous désiriez avoir un retour quand un médecin scolaire s'adressait à nous ou à un autre médecin traitant. C'est une médecine de prévention qui va s'adresser à un médecin de soins. Le médecin de soins n'a pas le droit de parler avec un médecin de prévention sur un patient. Ce secret médical n'est que dans un sens, une prévention vers le soin. C'est quelque chose d'important. Et je crois que voilà, il ne faudrait pas laisser une pensée que l'ophtalmo va rentrer en contact avec le médecin scolaire. Ce n'est pas possible par la déontologie. D'accord, alors, donc en fait, quand on a un courrier du médecin scolaire qui... Il n'y a aucun problème, le médecin scolaire peut adresser. Voilà. Parce que avec... moi j'ai une demande, enfin moi j'ai une case à remplir, on me demande une réponse. Et dans ce cas-là, surtout ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas sous pli au médecin, vous allez marquer que c'est remis en main propre aux parents, donc c'est un enfant, ou remis en main propre à l'intéressé, et à ce moment-là, l'intéressé éventuellement présentera. Si l'enfant est majeur, bon, mais s'il est mineur, vous remettez aux parents, remis en main propre aux parents, pour faire ce qu'ils veulent. Mais surtout, vous n'allez pas cacheter le papier qui repart. Que ça, vous n'avez pas le droit. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est comme l'argent du travail. Merci pour cette précision déontologique. Tout à fait, j'ignorais le détail. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a d'autres questions? Encore une fois, je remercie vraiment tous les acteurs d'être venus ce soir. Et puis les partenaires aussi d'avoir joué le jeu, les laboratoires qui s'associent à cette démarche, que ce soit pour la prévention de la myopie, que ce soit la prévention de l'amblyopie, les traitements de la myopie, pour les lésions paupières, c'est pareil, il y a un engouement. Oui, question? Ouais. Voilà. Merci. Non, c'est juste une demande. Je voulais savoir si on pouvait avoir le document qui est fourni à l'Éducation nationale sur la prévention et sur les défauts visuels, de manière à ce que nous, quand on va faire du dépistage dans les écoles, on sache un peu quel est le niveau de connaissance des personnes qu'on rencontre. Ça, c'est le document qui est... Vous voulez le voir en ligne, c'est ça? Voir si on peut l'avoir. Si on peut l'avoir, je le transmets. On peut le mettre sur le site d'Arros, il n'y a aucun problème. On l'a transmis à l'Éducation nationale. Et finalement, pour l'instant, on n'a eu aucun retour. Depuis le mois de juillet, donc c'est un petit peu dommage. Et j'ai même vérifié dans les mails qu'il soit vraiment parti, tellement il n'y avait pas de réponse. Et j'ai vérifié qu'il est bien parti, et c'est dommage. Et voilà. En tout cas, on a fait le travail avec le docteur Laloum. On le mettra sur le site. Le but, c'était de faire, entre guillemets, de la vulgarisation pour les enseignants. Parce que les enseignants qui sont, à titre personnel, sensibles aux problèmes visuels, ça fonctionne très bien, ils font le repérage des enfants qui posent problème, mais ce n'est pas le cas de tous les enseignants. Et donc ça ne peut pas être aussi aléatoire que ça. On a voulu leur apporter des éléments. Voilà, c'est un livret, il y a 3 pages. Donc, c'est facile à diffuser de leur côté, et effectivement, la balle dans leur camp, c'est à eux de le faire. Donc, nous, on ne va pas s'amuser à diffuser ça dans les écoles. On attend le retour. En tout cas, il sera sur le site, il n'y a aucun problème. Voilà. Et on avait même plein d'idées, Laurent avait plein d'idées sur des affiches possibles pour dépister les enfants et plein de projets possibles. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que là, il faut aller clignoter quelque chose. Parce que,